Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un très grand plaisir pour Michel Vivorka, administrateur de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, et pour moi-même en tant que président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d'accueillir pour cette troisième conférence le professeur Emmanuel Wallerstein. Vous avez été très nombreux déjà à suivre le début de ce cycle. Je ne doute pas que cette conférence sera également un moment tout à fait important de cette réflexion collective et je remercie encore pour sa présence et pour l'honneur qu'il nous fait, le professeur Wallerstein, avant de céder la parole pour quelques mots à Michel Vivorka. Les quelques mots ne seront pas plus longs, n'ayez crainte. Je voudrais, en ce qui me concerne, remercier tout d'abord Philippe Boutry, le président de cette université, de nous accueillir. Je crois que c'est très important de l'accueillir dans le cadre d'une coopération, d'une collaboration entre institutions. Donc je trouve que ce sont des choses très, très utiles. Et je vais maintenant mettre fin au suspense créé la dernière fois par Emmanuel Wallerstein, qui refusait de répondre à nos questions pressantes pour savoir où elle est la gauche, que serait la gauche demain, et qui nous a dit « attendez la dernière séance ». Donc, chers amis, c'est le moment de mettre fin à ce suspense et nous écoutons avec, évidemment, plaisir et attention. Merci beaucoup. Merci. Alors, il fait assez beau aujourd'hui. Enfin, c'est bon augure pour le futur. Alors, je vous rappelle que le titre de la série, c'est La gauche globale, passé, présent, futur. Nous sommes arrivés au futur. Avec le titre pour cette conférence, la lutte mondiale pour déterminer le ou les systèmes à venir. Alors, nous voici parvenus à notre troisième conférence sur la gauche globale, passé, présent, futur. Lors de la première conférence, je me suis efforcé d'atteindre deux objectifs. D'une part, j'ai cherché à définir le contexte dans lequel il est possible d'analyser les dilemmes auxquels la gauche globale sera confrontée à l'avenir. D'après moi, il s'agit du système monde moderne, une économie monde capitaliste fondée sur l'accumulation incessante de capitaux. J'ai cherché à expliquer la manière dont ce système fonctionne depuis les 500 dernières années. J'ai défendu l'idée suivante. Comme tous les systèmes, du plus vaste, l'univers, au plus petit des nanosystèmes, ce système est un système historique qui a connu trois phases. Son avènement, une longue période pendant laquelle il a fonctionné, entre guillemets, normalement, selon les règles qui le régissent, et enfin son inévitable crise structurelle. J'ai souligné plusieurs points quant à la manière dont le système opérait pendant ce que j'ai désigné comme sa période normale. Il comportait des rythmes cycliques visibles, dont les deux plus importants sont les dites phases longues de Kondratiev et les cycles hégémoniques. Chacun de ces rythmes était cyclique et suivait une cadence régulière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de retour au point de départ, c'est-à-dire au début de la précédente évolution. Pour réaliser ces objectifs, chacun de ces divers rythmes dépendait de la construction d'un quasi-monopole.
les quasi-monopoles étaient nécessairement limités dans le temps, car ils s'auto-liquidaient systématiquement. J'ai également cherché à analyser les trois coûts de production fondamentaux, personnel, input et infrastructure, et les façons dont les producteurs cherchaient à minimiser chacun de ces coûts. Ces efforts ne pouvaient toutefois qu'aboutir partiellement. Conséquence du fonctionnement imparfait de ces rythmes cycliques, la poursuite d'une traîne séculaire à la hausse, laquelle a duré 500 ans. Ces coûts ont augmenté de manière régulière sous la forme de pourcentages de prix potentiellement exigibles, demande effective. Ils ont fini par atteindre un point où les coûts étaient si élevés et si loin d'un équilibre éventuel qu'ils ont déclenché la crise structurelle du système. J'ai ensuite cherché à définir ce que l'on entend par crise structurelle. Cela signifie tout d'abord que le système a bifurqué, ce qui veut dire que l'évolution du système pouvait prendre deux directions très différentes. C'était à coup sûr la mort du système. Cependant, on savait également qu'il était intrinsèquement impossible de déterminer quelle branche de cette fourche finirait par être privilégiée, créant ainsi un nouveau système historique. À l'intérieur de ce cadre, j'ai cherché à définir certains moments décisifs dans l'évolution historique de notre système monde moderne. Il y a eu la Révolution française, dont l'importance historique n'est pas le principal élément dont traitent les historiens. La Révolution française n'a pas eu pour conséquence la transformation politique ou économique de la France. Il s'agissait plutôt d'une transformation culturelle du système monde moderne dans son ensemble. L'héritage que la Révolution française a transmis au système monde n'est autre que l'acceptation tacite de deux concepts culturels à l'échelle mondiale. D'abord, la normalité du changement et secondo, la souveraineté du peuple. C'est ce que je désigne comme la construction de la géoculture du système monde. La combinaison des deux pouvait avoir des conséquences des plus radicales. Le peuple souverain pouvait transformer le système plus ou moins à sa guise, idée évidemment très menaçante pour les classes dominantes. Trois manières de faire face à cette réalité nouvelle ont émergé. Il s'agissait des trois idéologies suivantes: le conservatisme droitier, le libéralisme centriste et le radicalisme de gauche. Chacune de ces idéologies était une manière de réagir au plan politique à ces nouvelles idées. J'ai interprété la Révolution monde de 1848 comme le moment de confrontation critique de ces trois idéologies. Cette confrontation s'est achevée sur la domination du libéralisme centriste. Les deux autres idéologies se sont trouvées réduites à n'être plus que de simples avatars de l'idéologie dominante. Cette domination du libéralisme centriste a perduré jusqu'à la Révolution monde de 1968, dont la principale conséquence a été de libérer conservateurs et radicaux de leur subordination au libéralisme centriste.
après 1968, ces idéologies ont enfin pu retrouver leur autonomie, recréant la triade d'origine. Le libéralisme centriste n'a pas disparu, mais s'est trouvé à nouveau ravalé au rang de simple idéologie en concurrence avec les deux autres courants. J'ai aussi cherché à définir ce qui s'est passé à l'apogée du fonctionnement du système monde moderne, selon moi, c'est-à-dire la période qui va plus ou moins de 1945 à 1970. Cette période a connu le plus haut degré d'accumulation de capitaux, de même que le contrôle hégémonique le plus puissant et le plus étendu que le système ait jamais connu. C'est précisément parce que le système monde fonctionnait si bien et qu'il avait atteint ses objectifs pendant cette période qu'il s'est approché trop près de l'asymptote, ce qui a entraîné la crise structurelle du système monde. N'oublions pas cependant que mon objectif est d'analyser au fil de ces conférences ce que je désigne comme la gauche globale. C'est pourquoi j'ai d'abord cherché à expliquer pourquoi et comment la gauche globale a pris un virage décisif dans le sillage des répressions sévères qui ont suivi la Révolution monde de 1848. J'ai estimé que l'élément clé dans ce virage politique fut de renoncer aux rébellions spontanées comme inefficaces et en conséquence de chercher à créer des structures organisationnelles à plus long terme et de fait bureaucratiques. Pareilles structures ont commencé à prendre forme dans le courant des années 1870. J'ai situé les débats parallèles qui ont eu lieu à cette époque au sein des mouvements sociaux et des mouvements nationalistes, débats qui portaient sur trois questions: le rapport des mouvements à leurs États, l'identité du principal acteur historique et dans quelle mesure ces mouvements devaient être des structures verticales. J'ai indiqué pourquoi la stratégie gagnante pour les mouvements sociaux comme pour les mouvements nationalistes était la dite stratégie en deux temps, accéder d'abord au pouvoir étatique, transformer le monde ensuite. J'ai essayé d'indiquer pourquoi cette stratégie avait échoué précisément à cause de son succès. J'ai défendu l'idée que la Révolution monde de 1968 constituait une réaction à des réalités diverses. Il y avait tout d'abord le rôle impérialiste de la puissance hégémonique et ce que les révolutionnaires définissaient à cet égard comme la collusion avec l'Union soviétique, le pacte tacite de Yalta. Seconde réalité, après avoir franchi la première étape de leur stratégie, ces mouvements ont échoué à transformer le monde de manière significative. Troisième point, les limites et les méfaits d'une stratégie verticaliste. J'ai conclu la précédente conférence par l'analyse des conséquences pour le fonctionnement du système monde de la capacité initiale de la droite globale à tirer parti de l'après-1968 pendant les 2 décennies suivantes, puis par la reprise de la gauche globale autour de 1994 et de ses propres poussées en faveur du changement. J'ai clairement énoncé ce que j'estime être les 3 moments successifs du réveil de la gauche globale. Le soulèvement des zapatistes,
dans le Chiapas en 1994, puis lors du sommet de l'Organisation mondiale du commerce en 1999 à Seattle, la capacité des manifestants à faire échouer le traité en discussion qui devait garantir les soi-disant droits de propriété intellectuelle. Et enfin, la fondation du Forum social mondial à Porto Alegre en 2001. Je vais traiter à présent des stratégies possibles et utiles de la gauche globale au cours des 20 à 40 années à venir, marquées par la crise structurelle de notre système actuel. Pour ce faire, je dois d'abord vous rappeler les raisons de l'échec de la stratégie classique en deux temps. Croire en l'inéluctabilité du progrès, voilà qui était substantiellement dépolitisant, et d'autant plus que lorsqu'un mouvement antisystémique accédait au pouvoir étatique. Après 1968, la gauche globale a adopté une forme d'anti-étatisme. Ce basculement populaire vers l'anti-étatisme, aussi célébré fut-il par les partisans du système capitaliste, n'a pas vraiment servi les intérêts de ces derniers, car pareil anti-étatisme a en réalité contribué à délégitimer toutes les structures étatiques et non pas de simples régimes spécifiques. C'est ainsi qu'il a sapé plutôt que renforcé la stabilité politique du système monde et accentué de fait la gravité de sa crise systémique. La politique menée pendant la transition est différente. Il s'agit d'une politique visant à tirer avantage de et à prendre position à un moment où tout est possible du point de vue politique et que la plupart des acteurs ont énormément du mal à formuler des stratégies à moyen terme. La confusion idéologique et analytique devient une réalité structurelle plutôt qu'une variable accidentale. L'économie de la vie quotidienne est soumise à des oscillations plus violentes que celles auxquelles nous étions habitués et pour lesquelles nous avions des explications faciles. Par-dessus tout, le tissu social paraît moins fiable et les institutions sur lesquelles nous comptons pour garantir notre sécurité immédiate semblent fort chancelantes. Ainsi, les effractions et les crimes antisociaux, de même que ce qu'on appelle le terrorisme, semblent répandus. Et cette perception engendre la peur. Un réflexe courant consiste à multiplier les mesures étendant la privatisation de la sécurité en engageant des forces non établies. La droite globale est un mélange complexe et ne constitue pas un groupe politique organisé. On peut sans doute la diviser entre deux grands groupes. La majorité qui s'y identifie participe de cette confusion générale et tend traditionnellement à se rabattre sur des mesures à court terme. Sont partisans d'une répression plus forte dans la mesure où la politique des concessions n'engendre pas à court terme, semble-t-il, le calme qu'elle est censée instaurer. Mais il y a aussi une petite minorité pendant les strates supérieures, suffisamment perspicace et intelligente
pour percevoir que le système actuel est en train de s'effondrer. Ils souhaitent donc s'assurer que tout nouveau système leur permettra de préserver leur position privilégiée. Ils peuvent poursuivre deux stratégies différentes. L'une consistait à appliquer une répression féroce et l'autre, la stratégie de Lampedusa. Tout changer pour que rien ne change. Ces deux sous-groupes sont très déterminés et disposent d'un grand nombre de ressources. Ils disposent notamment d'un personnel intelligent et qualifié qu'ils emploient plus ou moins à leur guise. À dire vrai, c'est ce qu'ils font déjà. Je ne sais pas ce qui ressortira de la faction de Lampedusa, ni par quels moyens elle cherchera à mettre en place la forme de transition qu'elle affectionne. En revanche, ce que je sais, c'est que quelle qu'en soit la forme, elle sera séduisante et trompeuse, et de fait bien plus dangereuse pour la gauche globale que les politiques menées par les partisans de la répression. L'aspect le plus trompeur est le suivant. Ils déguiseront ces propositions sous la voile de changement radical et progressif. Il faudra constamment recourir à une critique analytique appliquée pour mettre au jour les conséquences réelles de ces mesures et en distinguer dans notre évaluation les éléments positifs des éléments négatifs. La gauche globale qui souhaite s'orienter vers un système relativement démocratique et relativement égalitaire agit nécessairement sans connaître l'issue des changements en cours. Cela n'est pas facile. Pas de train à prendre en marche. Il ne reste qu'une âpre lutte à mener. L'analyse conduite par la gauche avant 68 comportait de nombreux préjugés qui l'ont poussé vers une orientation étatique. Le premier préjugé était le suivant. Mieux valait l'homogénéité que l'hétérogénéité, et c'est pourquoi la centralisation était sans doute meilleure que la décentralisation. Ce préjugé provenait de l'hypothèse erronée selon laquelle égalité signifiait identité. À n'en pas douter, de nombreux penseurs avaient souligné le caractère fallacieux de pareille équation, y compris Marx, qui distinguait l'équité de l'égalité. Mais pour les révolutionnaires pressés, la voie de la centralisation et de l'homogénéisation semblait la plus aisée et la plus rapide. Aucun calcul ardu n'était requis pour déterminer la manière d'équilibrer un éventail complexe d'options. De fait, ils affirmaient que l'on ne saurait additionner des poires et des pommes. Le seul problème, c'est que le monde réel se compose justement de poires et de pommes. Si vous n'êtes pas capable de pratiquer une arithmétique aussi floue, il vous est impossible d'effectuer de vrais choix politiques. Le second préjugé était quasiment l'inverse du premier. Alors que la préférence pour l'union des efforts et des résultats aurait dû logiquement tendre vers la création d'un mouvement mondial unique et la défense d'un État mondial, la réalité de facto
d'un système multi-étatique dans le cas certains États étaient manifestement plus puissants et privilégiés que d'autres, a conduit les mouvements à voir dans l'État où ils vivaient un mécanisme de défense des intérêts collectifs au sein du système monde. Ils ont eu ainsi tendance à le considérer comme un instrument plus utile pour la vaste majorité au sein de chaque État qu'il ne l'était pour les quelques privilégiés. Une fois encore, de nombreux penseurs ont souligné l'erreur consistant à croire que dans le système monde moderne, tout État voudrait ou pourrait servir des intérêts collectifs plutôt que ceux de quelques privilégiés. Cependant, des majorités faibles dans des États faibles ne voyaient aucune autre arme qu'une structure étatique dans leur lutte contre la marginalisation et l'oppression. Ils pensaient, ou plutôt espéraient, pouvoir la contrôler pour servir leurs propres fins. Et la troisième préjugé était le plus curieux de tout. La Révolution française avait adopté le slogan « Liberté, égalité, fraternité ». Or, ce qui est arrivé en pratique depuis, c'est que la plupart des gens ont tacitement laissé tomber la fraternité du slogan au prétexte qu'il ne s'agissait là que de pur sentimentalisme. En outre, le centre libéral a insisté sur le fait que la liberté devait prendre le pas sur l'égalité. En fait, ce que voulaient réellement dire les libéraux, c'était que la liberté, définie en termes purement politiques, était la seule chose qui comptait et que l'égalité représentait un danger pour la liberté. Il fallait donc la minimiser, voire tout bonnement l'abandonner. Cette analyse comportait des bourdes, et la gauche globale, en particulier dans sa variante léniniste, lui doit sa chute. Les léninistes ont réagi à ce discours centriste libéral en l'inversant. Ils insistaient pour que l'égalité économique prenne le pas sur la liberté politique. Cette réponse était erronée de bout en bout. Il aurait fallu répondre qu'on ne peut jamais séparer la liberté de l'égalité. Personne ne peut être libre de choisir si nos choix sont contraints par une position d'inégalité. En outre, personne ne peut dire égal sans bénéficier du même degré de liberté que les autres, c'est-à-dire des mêmes droits politiques et du même degré de participation aux décisions réelles. Malgré tout, cette histoire ne traite que du passé. Les erreurs de la gauche globale, l'échec de sa stratégie constituaient le résultat presque inévitable des opérations du système capitaliste contre lequel luttait la gauche globale. La reconnaissance généralisée de l'échec historique de la gauche globale fait partie intégrante du désordre causé par la crise générale du système monde capitaliste. Quelles sont donc les idées qui devraient mettre en avant la gauche globale à présent et dans les décennies à venir? Je crois qu'il faut mettre l'accent sur 3 lignes principales, tant du point de vue de la théorie que de la praxis. Il y a d'abord ce que j'appelle, entre guillemets, le fait de forcer les libéraux à être libéraux. Les centristes libéraux ne veulent pas mettre en œuvre leur propre rhétorique. Tel est leur talon d'Achille.
le choix individuel occupe une place centrale dans leur rhétorique. Cependant, à de nombreux niveaux élémentaires, les libéraux s'opposent au choix individuel. L'un des droits les plus importants et les plus évidents est celui de choisir là où l'on veut vivre. Les contrôles des flux migratoires sont antilibéraux. Opérer des choix comme choisir son docteur ou son école en fonction de sa richesse, c'est antilibéral. Les brevets sont antilibéraux. Et je pourrais continuer longtemps ainsi car la liste est longue. Il se trouve que l'économie monde capitaliste a survécu sur la base de la non-application de la rhétorique libérale. La gauche globale devrait prendre au mot les centristes libéraux de façon systématique, régulière et sans relâche. Prendre au mot les centristes libéraux et leur rhétorique, ce n'est que le début de la reconstruction. Nous avons besoin d'un programme positif à nous. Les programmes des partis politiques et mouvements de gauche du monde entier ont connu un changement majeur entre 1960 et aujourd'hui. En 1960, ils mettaient l'accent sur les structures économiques. Ils défendaient d'une manière ou d'une autre, une forme ou une autre, un degré ou un autre de socialisation et en général la nationalisation des moyens de production. Ils parlaient peu, voire pas de tout, des inégalités qui n'étaient pas définies par l'appartenance à la classe sociale. De nos jours, presque tous ces partis et mouvements-là, ou leurs successeurs, avancent des propositions visant à traiter les inégalités de genre, de race et d'ethnicité. Nombreux sont les programmes inadéquats, mais ils ressentent néanmoins le besoin de s'exprimer sur ces points. Par ailleurs, il y a très peu de partis ou mouvements qui se réclament de la gauche ou qui défendent une plus grande socialisation ou nationalisation des moyens de production. En effet, nombreux sont ceux qui proposent en fait d'aller dans une autre direction. C'est un revirement incroyable. Certains l'acclament, d'autres le dénoncent, la plupart se contentent de l'accepter. Depuis 1968, divers mouvements, qu'ils soient anciens ou récents, se sont essayés à un nombre considérable de stratégies alternatives. En outre, on a assisté à une évolution plutôt saine des relations entre les mouvements antisystémiques. Les dénonciations mutuelles et meurtrières et les violentes luttes des temps passés se sont considérablement apaisées. Évolution positive que nous avons sous-estimée. J'aimerais suggérer quelques perspectives et développer l'idée d'une stratégie alternative. Primo, promouvoir l'esprit de Porto Alegre. Comment définir cet esprit? Il s'agit de l'alliance non hiérarchique des membres de la famille des mouvements antisystémiques autour d'un programme minimum commun dans le monde entier. A. Rechercher une plus grande clarté intellectuelle. B. Mener des actions militantes fondées sur la mobilisation populaire qui puisse être perçue comme immédiatement utile à la vie des gens. C. Insister sur la poursuite à plus long terme de changements plus fondamentaux.
L'esprit de Porto Alegre comporte 3 éléments cruciaux. Il s'agit d'une structure lâche qui a réuni à une échelle mondiale les mouvements venant du Sud et du Nord, et sans que cela se limite à une représentativité purement symbolique. Son militantisme est à la fois intellectuel et politique. Sur le plan intellectuel, il ne recherche pas un consensus global avec l'esprit de Davos. Politiquement, ils mettent l'accent sur des modes d'action extérieurs aux sphères étatiques adoptés par les mouvements de 68. Il faudra évidemment voir si un mouvement mondial à la structure lâche peut se maintenir de manière significative et quels moyens il pourrait développer la tactique propre à cette lutte. Mais sa nature lâche le rend difficile à réprimer et encourage de nombreuses forces centristes à devenir neutres, certes avec hésitation. 2. Mettre en œuvre une tactique électorale défensive. Si la gauche globale se lance dans des opérations tactiques aux structures lâches et au militantisme extraparlementaire, voilà qui soulève aussitôt la question de notre position vis-à-vis des processus électoraux. Nous avons le choix entre Caribe et de Silla. D'un côté, ces processus ne sont pas cruciaux et ne constituent donc pas une priorité pour nous. Mais de l'autre, ils comptent et nous ne pouvons nous contenter de les ignorer comme s'ils n'étaient pas pertinents. Les victoires électorales ne transformeront pas le monde, mais on ne saurait les négliger. Elles constituent un mécanisme essentiel pour protéger les besoins immédiats des populations mondiales contre les efforts de la droite globale visant à réduire ou à anéantir les avantages sociaux obtenus par la gauche globale et dont dépend la survie d'un grand nombre de gens. Il faut donc y participer pour réduire les dégâts que peut nous infliger la droite globale via le contrôle des divers gouvernements à travers le monde. Les tactiques électorales relèvent d'une question purement pragmatique. À partir du moment où nous cessons de chercher à obtenir le pouvoir étatique pour transformer le monde, elles ne sont qu'un moindre mal. En outre, on ne peut pas décider de ce qui est un moindre mal qu'au cas par cas et un temps après l'autre. Ces tactiques dépendent en partie de la forme du système électoral. Un système qui fonctionne sur le principe du gagnant remporte la mise doit être manipulé différemment d'un système à 2 tours ou à la proportionnelle. En outre, il y a de nombreuses traditions propres aux partis et sous-partis au sein de la gauche globale. La plupart de ces traditions sont des reliques d'une autre ère, en fonction desquelles de nombreuses personnes votent encore toutefois. Étant donné que les élections étatiques relèvent d'une question pragmatique, il est crucial de nouer des alliances qui respectent ces traditions, visant les 51% qui comptent sur le plan pragmatique. Mais n'allons pas danser dans les rues au moment de la victoire. La victoire n'est qu'une tactique défensive. Donc, 3. Démocratiser sans relâche. La demande la plus populaire qu'adresse la vaste majorité des peuples aux États partout dans le monde se résume en un mot: plus.
plus d'éducation, plus de santé, plus de revenus garantis tout au long de la vie. C'est non seulement populaire, mais cela a une incidence immédiate sur la vie des gens. En outre, obtenir plus permet de rendre plus difficile l'accumulation incessante des capitaux. Il faut insister et faire entendre ces exigences d'une voix forte, sans cesse et en tout lieu. On n'en fera jamais trop. Il est certain que l'expansion de toutes ces fonctions propres aux États-providence soulève toujours des questions relatives de l'efficacité des dépenses, de la corruption, de la création de bureaucraties trop puissantes et non réactives. Ce sont toutes là des questions auxquelles nous devons être prêts à répondre, mais qu'elles ne devraient jamais amoindrir l'exigence fondamentale de plus, beaucoup plus. Que les mouvements populaires n'épargnent pas les gouvernements de gauche ou de centre-gauche qu'ils ont élus et qui leur adressent ces demandes. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement de gauche est plus amical qu'un gouvernement ouvertement à droite qu'il faudrait mettre un terme à nos exigences d'obtenir plus maintenant. En poussant les gouvernements amis vers la gauche, on tend à décaler la force d'opposition de droite vers le centre-gauche dans la compétition électorale. Inversement, faute de pousser les gouvernements de centre-gauche vers la gauche, ils tendent à se décaler vers le centre-droite. Même s'il y a parfois des circonstances particulières qui obviennent à ces truismes, la règle générale de la démocratisation est plus, beaucoup plus. Quatrièmement, demander aux centristes libéraux de réaliser leurs préférences théoriques. En d'autres termes, il s'agit de forcer la marche du libéralisme. Il est notable que le centre libéral pense rarement ce qu'il dit ou pratique ce qu'il prêche. Prenons par exemple un thème évident comme la liberté. Le centre libéral s'en est régulièrement servi pour dénoncer l'Union soviétique, car elle n'autorisait pas les gens à émigrer librement. Mais le revers d'une émigration libre est bien entendu la libre immigration. Le droit de quitter un pays ne vaut pas grand-chose si vous ne pouvez pas vous rendre ailleurs. Il faudrait militer pour l'ouverture des frontières. Le centre libéral appelle régulièrement à plus de libre-échange, plus de libre entreprise, à l'exclusion du gouvernement des décisions entrepreneuriales. Or, le revers de ces exigences est le suivant. Les entrepreneurs qui échouent sur le marché ne devraient pas être secourus. Ils prennent les bénéfices lorsqu'ils réussissent. Ils devraient donc assumer les pertes en cas d'échec. On défend souvent l'idée que venir en aide aux compagnies permet de sauver des emplois. Mais il y a des manières beaucoup plus économiques de sauver des emplois. La prise en charge de l'assurance chômage, la formation et même l'offre d'opportunités de premiers emplois. Aucune de ces solutions n'implique qu'il faille éponger les dettes de l'entrepreneur en faillite. Le centre libéral insiste régulièrement sur le fait que le monopole est une mauvaise chose, mais le revers de cette position est l'abolition de la très forte limitation des brevets. Et c'est aussi la non-implication du gouvernement dans la protection des industries contre la concurrence étrangère. Cela affectera-t-il les classes laborieuses dans les zones centrales? Eh bien non, pas si l'on dépense notre argent et notre énergie à faire converger les salaires dans le monde.
Les détails de cette proposition sont complexes et il convient d'en débattre. L'idée consiste toutefois à ne pas laisser le centre libéral s'en tirer aussi facilement, fort de la rhétorique dont il récolte les bénéfices, sans payer le coût de ses propositions. Qui plus est, la vraie manière de neutraliser l'opinion centriste sur le plan politique est d'en appeler à ses idéaux, non à ses intérêts. Prendre au pied de la lettre la rhétorique des éléments centristes, c'est une façon d'en appeler à leurs idéaux plutôt qu'à leurs intérêts. Enfin, il faut toujours garder à l'esprit qu'un bon nombre des bénéfices de la démocratisation ne sont pas disponibles pour les strates les plus pauvres, ou du moins pas au même degré, étant donné les difficultés qu'elles rencontrent à naviguer parmi les obstacles bureaucratiques. Je reviens ici à la proposition de Claude et Piven il y a 40 ans. On devrait faire exploser les registres, c'est-à-dire mobiliser les communautés les plus pauvres pour qu'ils tirent pleinement parti de leurs droits. Cinquièmement, insister sur le fait que l'antiracisme est l'une des mesures qui définissent la démocratie. La démocratie, c'est l'égalité de traitement pour tous, en termes de pouvoir, de distribution d'opportunités, de réalisation de soi. Le racisme est le principal mode de distinction entre ceux qui ont des droits ou plus des droits et les autres qui ont moins, voire aucun. Le racisme définit les groupes et offre simultanément une justification spécieuse de cette pratique. Le racisme n'est pas un problème secondaire, pas plus à l'échelle nationale qu'à l'échelle mondiale. C'est ainsi que la promesse de critères universels tels que formule le centre libéral se trouve systématiquement, délibérément et constamment sapée. Le racisme est partout dans le système monde actuel. Pas un endroit du globe n'est épargné, et c'est un aspect central de la politique locale, nationale et mondiale. Dans son discours à l'Assemblée nationale du Mexique le 29 mars 2011, le commandant Est des Zapatistes a déclaré « Les Blancs, ça veut dire les Ladinos, et les riches se moquent de nous, femmes indigents, à cause de nos vêtements, de notre discours, de notre langue et de notre façon de prier et de soigner la maladie, surtout de notre couleur, qui est celle de la terre que nous travaillons. » Elle a poursuivi en plaidant en faveur d'une loi qui garantirait l'autonomie des peuples indigènes. Et je continue avec ce qu'elle a dit. Lorsque les droits et la culture des peuples indigènes seront reconnus, la loi commencera alors à se mettre à l'heure des peuples indigènes. Et si aujourd'hui nous sommes des femmes indigènes, demain nous serons ces autres hommes et femmes qui sont morts, persécutés ou emprisonnés à cause de leurs différences. Alors, sixièmement, démarchandiser. Ce n'est pas la propriété privée qui constitue le principal point négatif du capitalisme, car il s'agit d'un simple moyen, mais la marchandisation qui est la composante essentielle de l'accumulation du capital. Même de nos jours, le système monde capitaliste n'est pas entièrement marchandisé.
en dépit des efforts visant à le transformer dans ce sens. Nous pourrions cependant aller dans l'autre direction. Au lieu de transformer les universités et les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, en institutions à but lucratif, nous devrions songer à la manière dont nous pourrions transformer les aciéries en institutions à but non lucratif, c'est-à-dire en structures autonomes qui ne verseraient de dividendes à personne. C'est le visage d'un avenir plus optimiste qui, à dire vrai, pourrait commencer dès à présent. Septièmement, ne jamais oublier que nous vivons dans une période de transition entre le système monde actuel et quelque chose de différent, ce qui signifie plusieurs choses. Il ne faut pas que nous laissions duper par la rhétorique de la mondialisation ou les inférences dérivées du TINA, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Non seulement il y a bien des alternatives, mais le seul choix qui soit impossible, c'est de continuer de la sorte avec nos structures actuelles. Il y aura une formidable lutte pour le contrôle du système qui lui succédera. Elle se poursuivra pendant les 20 à 40 ans à venir, et l'issue est par essence incertaine. L'histoire n'est du côté de personne. Cela dépend de ce que nous faisons. D'autre part, cela nous donne l'occasion d'agir de manière créative. Au cours de la vie normale d'un système historique, même les grandes transformations, ce qu'on appelle révolutions, ont des conséquences limitées puisque le système engendre des fortes pressions visant à un retour à l'équilibre. Mais dans l'ambiance chaotique d'une transition structurelle, les fluctuations deviennent incontrôlables et même de petites poussées peuvent avoir des conséquences majeures, favorisant une branche ou l'autre de la bifurcation. Si notre capacité d'agir est opérante, c'est bien le moment maintenant ou jamais. Le principal problème n'est pas l'organisation, aussi importante soit-elle. Le principal problème, c'est la lucidité. Les forces qui souhaitent changer le système pour que rien ne change, pour aboutir à un autre système tout aussi hiérarchique et polarisé, sinon plus, disposent d'argent, d'énergie et de matière grise. Elles habilleront ces pseudo-changements sous des atours séduisants. Seule une analyse minutieuse nous permettra d'échapper à leurs pièges nombreux. Ils emploieront des slogans avec lesquels nous serons forcément d'accord. Par exemple, les droits de l'homme. Mais ils leur conféreront un contenu qui inclura quelques éléments hautement désirables, mêlés à de nombreux autres points qui perpétueront la mission civilisatrice des puissants et des privilégiés sur les autres non civilisés. Il faut que nous disséquions attentivement leurs propositions et que nous les prenions au mot. Si une procédure judiciaire internationale contre le génocide est souhaitable, elle ne l'est que si elle est applicable à tout, et pas seulement aux faibles. Si l'armement nucléaire ou la guerre biologique sont dangereux, voire barbares, alors il n'y a pas de bons détenteurs pour pareille arme. En cette période, marquée par l'incertitude intrinsèque du monde, en ces temps de transformation historique, la seule stratégie plausible pour la gauche globale est la poursuite intelligente et militante
de son objectif fondamental, la réalisation d'un monde relativement démocratique, relativement égalitaire. Un tel monde est possible. Il n'est pas de tout certain qu'il voit le jour, mais ce n'est pas non plus chose impossible. Merci. Vous nous avez mis l'eau à la bouche en parlant de la transition entre le système monde actuel et quelque chose de différent. Ce quelque chose de différent, vous l'avez défini comme une forme autant que possible de démocratie, mais est-ce que vous pourriez être un petit peu plus précis tout de même? Comment dirais-je, puisque on n'est pas dans un autre monde, hein, il y a des limites à la définition de ce qui passe, ce qui passera. On ne peut qu'indiquer les grandes lignes. Okay? Pour moi, la grande ligne pour la gauche globale du monde que eux, ils souhaitent, ils souhaitent créer, c'est que j'appelle qu'est-ce que c'est la démocratie relative, l'égalisation relative. Hein? Relative parce que ça ne serait jamais parfait, mais on peut faire infiniment mieux qu'on aurait essayé de faire historiquement et qu'il n'existait pas jamais un tel monde. Alors, quand vous me demandez quelles sont les institutions qu'on va créer, je réponds toujours, si on demande, si théoriquement il y avait une réunion dans le XVe siècle d'un groupe de gens qui disaient qu'il faut créer un système capitaliste pour sortir de la crise structurelle où nous nous sommes trouvés, est-ce qu'eux auraient pu définir en 1500, par exemple, la structure que des grandes corporations, etc., qu'on a pu créer dans le 19e siècle, etc., jamais de la vie. Ça se crée au fur et à mesure qu'il existe un système. Mais c'est un système qui penche de l'un côté plutôt que vers un autre. Je ne peux que vous souligner ce qu'il faut faire dans les 20 à 40 ans à venir, mais pas la structure détaillée du monde préférable de l'avenir. Nous sommes en train de vivre aussi un processus très grave, un processus de manifestation de la droite, stimulé par la presse, toujours sur les grandes entreprises de communication, la Rede Globo, et tout ça a construit pendant ces 12 ans de gouvernement du Partido dos Trabalhadores, le PT a manqué de faire une politique de communication. Il a fait beaucoup de concessions à Globo ou d'autres entreprises de communication, et aujourd'hui c'est la grande force qui est en train de détruire même les projets de PT au Brasil. C'est à ce moment est en train d'organiser une grande manifestation les 15 prochains pour l'impeachment de la présidente Dilma qui vient d'être élue. Et c'est la contamination de la classe moyenne pour cette idée de que le Partido dos Trabalhadores c'est un groupe de voleurs, etc. Et tout ça est en train de gagner de points les classes privées. C'est un processus dramatique parce que tous les conquêtes du gouvernement que nous avons eu ces 12 ans sont en train de souffrir
une destruction même dans les gouvernements de Dilma qui a choisi pour les ministres de l'économie quelqu'un qui a un projet, et c'est le contraire du projet de développement qui ont adopté. Je demande à vous, qu'est-ce que vous pensez sur la question des communications, surtout dans cette panorama? La question posée est la suivante. Aujourd'hui, au Brésil, la droite, à travers une stratégie de communication qui s'appuie aussi sur les médias, est en train de détruire l'image même du Parti des travailleurs, la grande force de gauche, au point de mettre en cause son projet. Même la classe moyenne est sensible à ce discours, cette critique, qui présente le Parti des travailleurs comme le lieu de la corruption, un lieu de voleurs, etc. Et donc toutes les conquêtes des 10 ou 12 dernières années, de l'époque Dilma et de l'époque Lula, toutes ces conquêtes sont mises en cause. Donc voilà l'analyse qui t'est proposée, et on voudrait ton point de vue sur cette analyse. Bon, évidemment, chaque situation politique est particulière. Au Brésil, il y a un parlement où personne ne détient pas la majorité. Alors, il y a une sorte de va-et-vient des alliances politiques au sein de ce Parlement. Et ça, c'est intrinsèque au système structurel politique brésilien. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a de bons et de mauvais dans la politique qu'a menée d'abord Lula et puis Dilma Rousseff. D'un côté, oui, évidemment, il donne des choses importantes pour la vie immédiate des secteurs pauvres, distribution effectivement d'État-providence, et d'autre part, il laisse continuer la destruction des forêts, toutes sortes de choses qui permettent à de grands intérêts brésiliens de continuer à faire du dégât pour le pays. Alors, bon, la gauche au Brésil les a plus ou moins choisis comme un peu mieux que les autres, mais ils sont hésitants devant la politique réelle de Dilma, surtout de Dilma plus que Lula. Alors bon, comment dirais-je, corruption, ça c'est un argument très inutile. Il y a de corruption partout dans le monde. La corruption aux États-Unis, en France, est beaucoup plus grande que la corruption au Brésil, parce qu'il y a plus d'argent. Là où il y a le grand argent, il y a la grande corruption. Oui, donc les opposants utilisent toujours cet argument. Évidemment, ça a un impact sur l'électorat quand il y avait d'autres plaintes. Et il y a d'autres plaintes au Brésil. Et donc, la corruption, c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme un marteau pour changer, pour essayer de forcer Dilma de démissionner, etc. Bon, ça, secondo, au Brésil maintenant, il y a le problème des fluctuations des prix de pétrole énormes qui font un impact important sur le budget national, etc. Ça, c'est un problème
évidemment commun à pas mal de pays, mais c'est un problème réel pour le gouvernement brésilien actuel qui essaie de faire de leur mieux. Est-ce qu'ils vont permettre à des intérêts chinois d'investir massivement plus que maintenant? Peut-être, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, le Brésil, c'est un bon exemple de la manque de clarté sur l'analyse de ce qui se passe. Et non seulement par nous, les gens extérieurs, mais par le gouvernement lui-même. Merci. Oui. Je voulais vous poser la question sur le rapport entre la stratégie de la gauche vis-à-vis de l'État et de la création et du développement de sa base sociale. Parce que dans la première période dont vous avez parlé dans les conférences précédentes, la base sociale de la gauche a en fait de facto été créée par le capitalisme. La classe ouvrière est une création du capitalisme. Et donc, le fait que sa base ait été développée par le système lui-même n'a-t-elle pas contribué à développer cette idée que vous avez dénoncée justement, que l'avenir était obligatoirement radieux? Parce qu'on trouve ça dans Engels en particulier, que la classe ouvrière va devenir majoritaire et donc que les victoires sont inéluctables. Est-ce que la grande différence aujourd'hui par rapport à cette période, aujourd'hui que nous nous trouvons dans la crise systémique du capitalisme, c'est que la gauche mondiale doit elle-même construire sa base sociale à travers éventuellement une économie concurrente de celle du système capitaliste, ce qui a priori est plus difficile, mais en même temps, d'une certaine manière, plus émancipatoire. Est-ce qu'on n'a pas là, au fond, une différence essentielle? Merci. En théorie, au début, la gauche, ou les partis qui se réclamaient d'être la gauche, fondaient leur options politiques, fondaient leurs espoirs politiques sur la classe, entre guillemets, ouvrière, qu'ils définissaient régulièrement d'une manière assez limitée pour vouloir dire les gens qui étaient dans des usines plus ou moins urbaines, etc., etc. Évidemment, dans la mesure où cette base évoluait et dans certains pays améliorait leur situation économique, ils devaient, disons, moins ouvrière et plutôt une classe moyenne en construction. Après un certain moment, les mouvements de l'ancien gauche, le vieux gauche, était devenu un parti non des plus démunis, mais une partie des gens qui avaient une certaine position à défendre. Alors, ce qui explique en large partie le fait qu'ils n'ont pas pu transformer la situation nationalement ou internationalement, parce qu'ils cessaient d'être transformateurs. Alors, ce qu'il faut, évidemment, à ce moment-là, dans la situation actuelle, la classe ouvrière et même au-delà de ça, la classe plus bas encore, commence à mettre à côté
les partis qui se disent partis de gauche pour devenir, pour essayer de renforcer leur position en allant vers la droite. Ils sont devenus, vous savez bien, on aura d'ici en France dans 10 jours, je pense, des élections où tout le monde attend à ce que le Front National obtiennent une grande victoire relative, et ça à cause du fait que la classe ouvrière voit leur salut immédiat dans cette sorte de plainte sur les immigrants, etc. Donc tout ce qu'il faut faire, évidemment, est d'essayer de créer une large alliance entre la classe ouvrière, la classe moyenne en déperdition, entre les sous-classes, etc. Ça demande une double activité, une activité de court terme qui souligne la nécessité de faire toutes sortes de compromis afin d'améliorer la vie immédiate, parce que nous tous vivons dans l'immédiate, une amélioration de la situation, et en même temps une clarification à moyen terme de ce qu'il faut faire pour transformer le système définitivement. C'est pas facile, c'est ce que je disais. Et jusqu'ici, comment dirais-je, je trouve pas la majorité des militants de gauche manque la clarté analytique de faire cette distinction entre le court terme de 3 ans et le moyen terme de 20 à 40 ans, et la différence des politiques qu'il faut mener sur les deux bases. Oui, bon, donc ça c'est un élément négatif de prédiction, mais en outre, on pourrait espérer qu'on commence à être plus sérieux nous-mêmes en construisant l'avenir. Si on regarde un certain nombre de mouvements, je pense par exemple au mouvement vert en Allemagne il y a une vingtaine d'années, 25 ans, ou aux Indignados aujourd'hui en Espagne. Dans ce genre de mouvement, il y a toujours une tension dont tu as parlé d'une certaine façon entre ceux qui souhaitent aller vers le système politique, y être présents, et ceux qui disent qu'il faut être à l'écart des systèmes politiques. On pourrait même ajouter aujourd'hui ceux qui disent qu'il faut détruire complètement les systèmes politiques actuels. Et donc je voudrais demander à Immanuel Wallerstein comment il voit ces enjeux aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire une purge? Est-ce qu'il serait du côté de ceux qui disent qu'il faut faire une purge totale des systèmes politiques? Ceux qui, il m'a semblé que c'était plutôt la position proposée, ceux qui disent ça dépend, au cas par cas, il faut regarder, et ceux qui, mais je ne crois pas que ce soit sa position, qui s'accommoderaient des systèmes politiques. Oui. Autrement dit, que penser de cette tendance qu'on voit quand même dans beaucoup d'endroits à dire que les systèmes politiques en place, gauche et droite réunis, sont indécrottables et qu'il faut liquider tout ça pour passer à autre chose. Oui. Ça, vous avez tout à fait raison. C'est ce qui s'est passé avec les Grünen, c'est ce qui est en train de se passer avec Syriza, et c'est ce qui va passer avec Podemos s'il arrive au pouvoir. Hein? Ça c'est clair. C'est-à-dire cette tension existe au sein de tous les mouvements. Pour moi,
j'insiste sur la temporalité. Alors, dans les 3 ans, dans une perspective de 3 ans, les gens qui disent qu'il faut aller un peu vers le système, etc., pour se maintenir au pouvoir, etc., sinon on sera liquidé, ont raison. Mais ils ont raison seulement s'ils admettent d'avance que ça c'est une politique de 3 ans et pas une politique de 20 ans. Et une politique de 20 ans, je suis tout à fait du côté de dire de ceux qui disent qu'il faut aller hors du système définitivement. Il faut se dire on sera hors du système. C'est pas notre choix, c'est définitif. C'est la question quel est le nouveau système qu'on va créer, quelle branche de la bifurcation va gagner. Et ça, à ce moment-là, cela exige une autre rhétorique, une autre mode. Alors voilà, bon, donc cette tension existe absolument partout et c'est inévitable. Hein? Parce que à court terme, on a rassemblé une sorte d'alliance de gens qui ont des intérêts différents à court terme. Hein? Et il faut créer une autre alliance pour le moyen terme. C'est ça. Il faut avoir l'idée qu'il faut faire les deux. Une politique immédiate et une politique moyenne. C'est ça. Quant à moi, les États-Unis perdent leur pouvoir hégémonique depuis 30-40 ans déjà. C'est arrivé à un point où il n'y a que, je dirais, deux éléments importants qui restent. D'abord, il y a le pouvoir de monnaie, le pouvoir d'être l'argent de réserve mondiale. Et il y a un pouvoir militaire. Militaire, on ne peut pas gagner une guerre, c'est impossible maintenant. Et vous voyez bien qu'ils n'ont pas gagné les guerres, ni en Irak, ni en Afghanistan, et ils ne vont pas le faire en Syrie etc. C'est ce que se rend compte le président Obama. Mais d'autre part, ils ont ce pouvoir militaire et il y a toujours le danger qu'aux États-Unis, il y a la force nationale qui pousse pour l'utiliser, que c'est très dangereux pour le monde entier. En ce qui concerne l'argent, moi, voyez-vous, dans une situation où la géopolitique est chancelante, hein, un élément important pour tous les grands pays, c'est d'exporter le chômage, c'est-à-dire le chiffre important que nous devrions regarder, c'est le chômage mondial. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde descend ou monte ensemble. Et alors, la politique des États-Unis, comme la politique de France, comme la politique de Chine, etc., est de faire à ce que le chômage soit ailleurs et pas chez eux. Mais ça ne change pas la situation de base du système monde, qui est un accroissement énorme du chômage, qui est un des éléments clés
de la situation actuelle. Donc, évidemment, le fait que les pays mettent leur argent dans des bons du Trésor des États-Unis, toujours et encore davantage, etc., ça a un impact immédiat sur les États-Unis dans le sens que réduisent le chômage aux États-Unis en l'augmentant ailleurs, mais ce n'est pas un élément de force, ce n'est pas un élément c'est toujours mieux. C'est toujours mieux d'avoir une monnaie forte qu'une monnaie faible, à mon avis, en général. Et la descente des États-Unis va d'ici 2 ans, 3 ans, va tomber complètement. Et le problème est que qu'est-ce qui va le remplacer? Et la réponse immédiate, rien ne va le remplacer. Et il y aura une situation de multiples monnaies, qui est une situation d'incertitude énorme, qui est une situation qui gèle encore la possibilité de restaurer la croissance, etc. Donc, qui empire la situation. Donc, 2 choses. La situation n'est pas aidée du tout par le fait que les États-Unis a une situation momentanément favorable du point de vue d'argent, mais parce que c'est le chiffre international, mondial qui compte. Et secondo, il est un pouvoir dangereux maintenant parce que il y a des gens assez, des gens qui ne comprennent pas, qui n'acceptent pas le fait que les États-Unis n'est plus dominante sur le plan militaire et qui tendent à vouloir l'utiliser. Ça, c'est très dangereux dans la situation actuelle. On connaît toujours les crimes des corporations, mais il est toujours très difficile de le mettre en évidence parce que ces corporations sont des personnes juridiques, ils n'ont jamais une tête. Et maintenant, avec le scandale de SwissLeaks, nous avons connu plusieurs têtes, et de plus, on a eu une preuve claire et évidente que tout le système est interconnecté, c'est-à-dire l'évasion fiscale, le trafic de drogue, le diamant de sang, tout ça fait partie d'une même chose. Il est protégé, tout ça est protégé par le système bancaire que l'austérité, par exemple, est en train de sauver. Ce que je voudrais vous demander, c'est comment la gauche peut profiter d'un scandale comme ça, de ce genre de situation. Les banques recherchent le profit, évidemment, et ils font ce qu'ils peuvent. Et ils font tous des choses illégitimes. On ne peut pas être grande banque sans faire des choses illégitimes, et de temps en temps, on découvre ça, on fait scandale, on fait petits changements, ça ne change pas beaucoup. Ça ne change pas beaucoup. L'exposé, voyez-vous, dans le capitalisme, tous les capitalistes ont un intérêt commun, et en même temps, tout capitaliste est contre tout autre capitaliste. Hein, c'est un concurrent. Alors, donc ça c'est la base du système. Okay? Donc parfois ils agissent en tant que collectif, et parfois ils agissent en tant qu'individu cherchant le profit aux dépenses des autres. Il y a un petit problème pour
moi, dans l'analyse de tout ce que vous avez fait, qui est superbe dans tous les sens, c'est effectivement que c'est une prospective. C'est une prospective avec amplement des choses qu'on peut voir à l'horizon et avec une morale impeccable. Maintenant, il y a un gros problème que j'ai l'impression que vous sous-estimez considérablement. Et qui, mon intervention, elle fait suite à celle du monsieur qui vient d'intervenir là. Je pense que la question qui articule aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste d'économie, mais je tente une analyse et une réflexion en quelques mots. La situation qui aujourd'hui articule les énormes problèmes financiers, d'évasion fiscale, etc., au système que vous appelez, vous, système monde capitaliste, et globalement à le dialectiser avec la question de toutes les avancées dans la démocratie, est essentielle. Et j'entends, mais je peux me tromper, j'entends dans ce que vous dites une façon de botter en touche la question de la corruption. Or, même quand on prend l'exemple du Brésil, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est, alors que le projet était merveilleux, alors qu'il avançait avec des gens qui faisaient partie des classes ouvrières d'autrefois rebaptisées PT. Il ne faut pas exclure qu'il y ait quand même de gros problèmes au Brésil entre le PT et les anciens partis communistes et les gauches, etc. Bon, les analyses, il faut les pousser, si on veut pousser une analyse, il faut y aller en profondeur. Je pense que quand on voit ce qui est en train de se passer et de s'effondrer au Brésil, ça suppose, ça nécessite et ça exige de refaire toute l'analyse de ce qui s'est passé depuis 10 ans au Brésil. Ça suppose donc d'aller voir comment les beaux projets étaient articulés à des doses de régime à l'ancienne, de corruption, colonialiste, etc. Enfin, on va pas faire toute l'analyse tout de suite, qui montre qu'au centre de tous ces systèmes financiers, dont vous dites qu'il faut se mettre à côté, je suis d'accord avec vous, il y a la question de la corruption à toutes les échelles. Je voudrais articuler encore une autre chose, qui est que pendant les 10 ans où la corruption a couru, parce qu'elle a couru pendant 10 ans, à Paris, il suffisait de circuler dans un cinéma ou passer des films brésiliens pour la voir, la corruption. Et elle était articulée, cette corruption financière énorme, à tout le régime sarkozyste. Donc je crois qu'on ne peut pas du tout, aujourd'hui, de même que vous faites une analyse superbe sur les prétentions rhétoriques du centre, hein, des partis centristes, mais qui sont inarticulées avec leurs pratiques, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas squeezer. Ce qui est absolument essentiel, c'est comment s'articulent mafia, inflaté, les immobilières, drogue, etc. Parce que nous aussi, aujourd'hui en France, je tiens à témoigner, on est au cœur de systèmes de mafia, corruption, drogue, banque, dans nos quartiers. C'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui ce que le Brésil connaît depuis 40 ans dans les favelles. Alors bien sûr, si on dit ça, il y en a qui vont dire « Oh, cri d'orfraie !» Mais non. Donc ça veut dire que l'échelle dans laquelle le système de corruption a absolument nettoyé, liquidé tout le système économique sur lequel on pourrait penser se reposer, n'existe plus. Donc je ne pense pas du tout, et je pense ne pas être la seule à poser la question de l'articulation entre démocratie et corruption, je pense qu'elle est centrale. Si on va dans le mur, on ira encore plus dans le mur, si on ne la prend pas à bras-le-corps dans toute son importance. En tous les cas, ce que je sais, c'est que dans d'autres lieux qui ne sont pas ici ce soir, il y a beaucoup de gens qui s'élèvent et qui tentent, sans avoir encore les solutions, de même que vous n'avez pas les solutions et que vous proposez une morale superbe pour l'avenir, mais en tous les cas, de se poser des questions sur comment ça s'articule tout ça, parce qu'on est au cœur de tout, hein. On prend toute l'Amérique latine, on prend toute l'Europe, on prend Poutine, et on est là, au quotidien là-dedans. C'est pas simplement le Brésil, hein. C'est pas l'image d'Épinal d'un Brésil qui serait corrompu. Non, 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 non. Articulons les choses vraiment là dans notre quotidien. Ce que vous dites, c'est vrai. Le problème est que faire, hein? Revenons au cas brésilien. Au Brésil, il y a un grand mouvement populaire social, le MST, hein? Le mouvement des travailleurs sans abri. Hein? Ce mouvement a été un des groupes, les plus grands appuis
de la première élection de Lula. Ils ont mis toute leur énergie à l'aider à venir au pouvoir. Et après, ils ont attendu certaines choses que leur a été promis. Et effectivement, ils n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient avoir. Et venait la deuxième élection, et elle a dit, pourtant, il faut quand même soutenir Lula. Et puis, encore une fois, ils ont débattu pour la dernière élection, et avec reluctance énorme, ils ont dit, on n'a pas le choix, parce que ne pas élire Dilma et avoir Aécio Neves, ça c'est encore pire pour nous. Hein? Bon, on va mettre la pression. On reconnaît la récompense limitée de nos efforts, mais voyez-vous, il faut choisir réellement dans la vie réelle. Et dans la vie réelle du Brésil, il fallait voter pour Dilma, même si nous ne l'aimions pas, même si nous n'apprécions pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle fera, etc. Mais en promettant qu'on continue à s'organiser, etc. Bon, est-ce que c'était un bon choix ou un mauvais choix? Ça, mes amis brésiliens sont divisés sur cette question. Les gens en France sont divisés, qui se réclament de la gauche, sont divisés sur la même question. Est-ce que c'est mieux de soutenir quelqu'un qui va gagner contre Marine Le Pen, ou est-ce qu'il vaut mieux de soutenir un parti vraiment plus à gauche, etc., etc. C'est le problème régulier, inévitable. Hein? C'est inévitable. Et la seule solution, j'y reviens, est de faire la distinction sur ce qu'on doit faire pour maintenir une meilleure situation dans le court terme, de 3 ans, ça c'est le maximum. Et ce qu'on doit faire pour transformer le monde dans le moyen terme, c'est tout à fait différent. Et il faut avoir la perception réelle du fait qu'il faut faire les deux à la fois et de manière différente. Ça, c'est très, très, très difficile. Et ça donne une confusion absolument énorme qui a été jusqu'ici un peu paralysant pour la gauche globale. Le documentaire Hearts and Minds qui me disait les États-Unis ne sont plus a country at war, mais a country of war. Bon, d'accord. C'est une manière de le décrire. Vous savez, on dit du sénateur qui était le... Il y en a 52. Oui, non, de Arizona, sénateur McCain. Hein? On dit aux États-Unis, il n'a jamais vu une guerre qu'il n'aimait pas. Alors bon, c'est vrai, il y a une partie de guerre, c'est clair, aux États-Unis. Et il faut, puisque ça serait un désastre mondial s'ils gagnent, il faut les empêcher de gagner, ça c'est sûr. C'est pas facile. Et au moment qu'on voyez-vous, c'est toute cette question maintenant de la soi-disant accord entre les États-Unis et Iran. Est-ce qu'on va y arriver?
évidemment, il y a des deux côtés des gens qui il y a tout récemment une autre blague qui disait, évidemment, il y a une solution. Les républicains et Obama sont absolument en guerre les uns contre les autres. Il faut que Khamenei s'offre comme médiateur. Bon. Bon. Bah, écoutez, on peut terminer avec cette perspective. Merci beaucoup.